Chers téléspectateurs, amis, auditrices et auditeurs de Congo Horizon, bonjour, bonsoir selon le lieu où vous nous recevez. Bienvenue à notre émission spéciale Horizon avec vous aujourd'hui. Nous avons le privilège de recevoir dans notre émission l'un des cadres, pas les moindres, de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, Apareko en sigle, dans ce combat que mènent inlassablement les patriotes résistants aux côtés de M. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba. Monsieur Amissi Kilosho, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder plusieurs sujets d'actualité et aussi le fonctionnement de l'Apareco et autres sujets, et bien sûr d'autres sujets ayant trait aux divers. D'entrée de jeu, une petite présentation au-delà de ce que je venais de faire. Bon. Ok, je m'appelle Amissi Kilosho, Guillaume, par mon prénom. Je suis né à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vis ici à Londres depuis un certain nombre d'années. Je suis marié et père d'une grande famille. Sur le plan de la formation, je suis journaliste de formation, puisque j'ai fait des études de journalisme à l'Institut des sciences et techniques de l'information qu'on appelle l'ISTI, qui est devenu plus tard IFASIC, Institut facultaire des sciences de la communication. J'ai une licence en journalisme, option relations politique extérieure et critique littéraire. Ça, c'est ce que j'ai fait au niveau du journalisme. Et plus tard, un très vieux démon m'a rattrapé en cours de route. Ce démon, c'était celui d'apprendre de faire le droit. Je me suis inscrit à la faculté de droit à London South Bank University, où j'ai fait ma licence en droit, qu'on appelle ici le degree, et plus tard un diplôme de master en droit. Ma licence s'est portée sur le droit des affaires, dans une compagnie professionnelle. J'ai pratiqué comme journaliste pendant une bonne vingtaine d'années au pays. J'ai commencé comme petit reporter, puis j'ai gravi tous les échelons. J'ai gravi tous les échelons du journalisme jusqu'à l'échelon le plus haut des rédacteurs en chef. Et c'est ici où j'ai fait quelques des piges, ça et là, avant d'embrasser la nouvelle vocation d'homme de droit. Alors là, maintenant, je me suis lancé dans les droits. Et je ne pratique pas encore comme tel, mais je suis affilié à un cabinet où je suis encore en train de me former comme stagiaire, en attendant que je remplisse toutes les conditions pour m'inscrire au barreau de Londres et exercer comme un barista, comme on dit ici. Bon, tout ça, c'est la petite vie privée, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est ça, c'est la petite vie privée. Parlons un petit peu de l'Apareco que vous représentez aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ce mouvement politique, monsieur Amissi Kilosho? Non, je dois être sincère avec vous. En réalité, quand je suis venu ici, quand je me suis retrouvé ici, je n'avais aucune ambition, aucune intention de faire de la politique. Alors, aucune. Mais il s'est fait que, par les hasards des choses, j'ai appris d'un ami qu'il y a un livre qui venait de sortir. Un livre, bon, j'aime beaucoup lire. Il y a un livre qui venait de sortir, l'auteur c'était M. Honoré Ngbanda. Ce n'était pas le premier livre de Ngbanda que j'avais eu à rencontrer, puisque avant, dans mes pérégrinations de journaliste, j'avais déjà eu, au cours de mes voyages, beaucoup d'autres ouvrages de lui, notamment les fameux Les derniers jours du maréchal Mobutu. J'avais déjà lu. J'étais toujours intéressé de savoir ce que sont devenus les anciens dignitaires de la Deuxième République. J'ai cherché ce qu'ils disaient, ce qu'ils écrivaient. Bon, moi, je note au passage que lui avait déjà écrit quelque chose sur son expérience à lui tout près du maréchal Mobutu.
j'avais lu ça, c'est un ami qui me l'avait envoyé, peut-être que j'aurai l'occasion de parler de son nom, parce que j'étais encore au pays, mais il l'avait acheté en Belgique et me l'avait envoyé à Kinshasa, c'était en 98 je pense. Mais alors ici, j'apprends que Mwanda venait de publier notre livre. J'ai eu le malheur, entre guillemets, de tomber sur ce livre-là. C'est ça, les livres Crimes organisés en Afrique centrale. J'ai pris le temps de lire ce livre. En réalité, quand j'ai tourné la dernière page de ce livre, c'est-à-dire les annexes de ce livre, je n'ai pas dormi pendant une semaine. Toute une semaine, je n'ai pas dormi. Je me disais, mais c'est quoi ça? Je connais Mwanda, je le connaissais depuis au pays, puisque je ne l'ai jamais fréquenté, mais je le connaissais puisque pendant qu'il était tout près du maréchal Mobutu, c'était une des personnalités les plus en vue au pays. Je ne l'avais pas fréquenté, je le voyais de loin, j'avais moi-même des appréhensions sur lui. Je me dis, ce qu'il dit ici mérite une deuxième lecture. J'ai recommencé les livres, de la première page à la dernière page. Puis une troisième lecture. Et je peux vous dire sincèrement, s'il y a des livres qui changent un homme, qui peuvent changer la vision d'un homme, ces livres en un. J'ai beaucoup réfléchi sur ma propre existence. J'ai beaucoup réfléchi sur le sort de notre pays, le sort de notre peuple. Je dis, mais comment cet homme peut écrire des choses pareilles? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Réflexe professionnel oblige, j'ai fait une sorte de contre-enquête, moi-même. J'ai fait une sorte de contre-enquête pour comprendre d'abord ce que c'est vrai ce qu'il a dit. J'ai rentré dans mes petites notes privées et des lectures que j'ai faites. Je me suis documenté et j'ai trouvé que non seulement que c'était avéré, mais c'était beaucoup plus grave que cela. Je me suis dit non. Je pense que ce qu'il vient de soulever ici est très important. Ne fût-ce que pour la survie de notre peuple, l'intégrité de notre pays, non, je vais aider cet homme. Voilà comment je me suis retrouvé dans cette affaire d'Apareko. En réalité, s'il y a un homme qui s'est méfié de Mwanda, s'il y a un homme qui a écrit des articles alors, donc avant d'écrire sur Mwanda, sur le système où j'ai trempé ma plume dans du vitriol avant d'écrire, en tout cas je suis de ceux-là. Mais au moins, ça c'est dans un cadre tout à fait professionnel avant. Mais quand j'ai lu les livres, indépendamment de Mwanda, ce n'est pas la personne Mwanda qui m'intéresse, mais ce qu'il a dit, j'ai trouvé que c'était ça les faits. Je vais m'engager dans ce combat-ci. Puisque j'ai compris que ce combat-là, c'était un combat nécessaire. C'est peut-être le dernier combat sans lequel nous perdons le pays. Voilà comment je me suis engagé là-dedans. Et ça fait 9 ans que ça dure. Ça fait 9 ans que vous y êtes. Oui. C'est que une fois les pieds dans l'Apareko, vous avez été directement propulsé au poste du président territorial, ou bien vous avez commencé comme un simple membre adhérent de ce mouvement? Non, loin s'en faut. J'ai été là. Avant moi, il y avait beaucoup de cadres, le président Sami Djunga et beaucoup d'autres. J'étais là, je venais seulement assister à des réunions qu'on tenait à Tottenham. J'ai essayé d'apporter ma petite contribution en termes d'idées, en termes de ceci, mais j'étais un membre simple. Alors, simple, sans aucune fonction. Merci. Et plus tard, je suis devenu membre plus ou moins écouté. Et puis un jour, mon président territorial, et puis un jour secrétaire national exécutif. Et maintenant là, je suis secrétaire général adjoint, chargé de la coordination des secrétaires nationaux exécutifs et porte-parole de l'Apareko. Bon, j'ai fait un petit bonhomme de chemin là-dedans. Merci. Nous allons peut-être nous pourrions préciser que vous êtes pour le moment secrétaire général adjoint, donc porte-parole de l'Apareko. Passons alors un peu au sujet d'actualité, M. Ami Sekilosho. Ce 4 juin passé, l'Apareko vient de totaliser 9 ans d'existence. Mais en tant qu'au cadre de l'Apareko, quel est le bilan que vous dressez de l'existence de ce mouvement politique?
Oui, effectivement, le 4 juin dernier, nous avons célébré le 9e anniversaire de la Pareco. Pour beaucoup, la Pareco, ça fait 9 ans que elle exerce ses activités, 9 ans qu'elle essaie de mobiliser les gens, on ne voit pas les résultats. Mais moi, je peux vous dire sincèrement que après 8 ans de vie de la Pareco, maintenant nous venons de... C'est la 9e année que nous venons de conclure. Donc après tout ce temps, j'ai observé et j'ai vu d'où on vient avec la Pareco, où nous en sommes aujourd'hui. Je peux dire que le bilan est de loin, et alors de très loin positif. Certes, la Pareco n'est pas encore en situation, n'est pas encore arrivée, donc n'est pas encore en mesure de prendre en charge le destin du pays. On n'est pas encore à ce niveau-là. Le combat continue. Mais, si je considère d'où nous venons, c'est-à-dire un discours tenu par un homme, Ngwanda, honoré, les mêmes honorés Ngwanda, Zamboko Atumba, si devant, conseiller spécial du maréchal Mobutu. Le 4 juin 2005. Seul, avec quelques, j'allais dire quelques illuminés ou quelques illuminés tels que M. Alphonse Obama, M. Ngongo Lubowo, Faustin Chungu. C'est le seul à qui vous parlez? C'est pas dans ce sens-là. Je vais dire quoi? Quand je dis quelques illuminés, c'était quelques nostalgiques peut-être de la Deuxième République. C'est comme ça que moi j'avais pris ça au départ. Quelques nostalgiques. Je dis bon voilà cette affaire de Mobutiste. Mais finalement, voilà que cette affaire des Mobutistes, l'affaire, j'ai dit bien, des Mobutistes, d'anciens Mobutistes, s'est révélé ne pas être une affaire d'anciens Mobutistes, mais c'est avéré être une affaire des patriotes, des vrais patriotes. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est lequel? Ce n'est pas des patriotes, des gens avec calvitie, cheveux blancs. Avec le temps, j'ai vu qu'il y a des gens de middle age, des trentenaires qui se sont intéressés. Et aujourd'hui, et ça je vais noter ça positivement et souligner ça de la manière la plus forte. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce sont des tout jeunes, des jeunes gens qui ont l'âge de mes propres enfants, qui sont dans les combats. Donc être 18 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui ont pris ce message-là, le message qui a été lancé le 4 juin 2005. C'est eux qui s'en sont appropriés et dit non, notre pays est en danger. Nous allons faire en sorte que nous sauvions le pays. Est-ce que vous imaginez ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce combat, ce n'est pas un combat en vain. Ce n'est pas un grain qu'on a jeté sur une terre stérile. Au contraire, c'est un grain qui a été jeté sur une terre tout à fait fertile, la jeunesse. La jeunesse s'est accaparée de l'idée de M. Ngwanda, s'est accaparée de l'idée de résister pour sauver la République démocratique du Congo, au point que ce n'est plus une affaire de Ngwanda. Ngwanda peut disparaître aujourd'hui, mais son idée est là, ancrée dans le cœur de jeunes gens, de plus jeunes, de loin plus jeunes que nous. Et là, je dis, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ou c'est pas donné à n'importe quelle idée qu'elle soit ainsi épousée par des jeunes. Et quand elle est épousée par des jeunes, je n'ai plus peur. Tout, ça prendra le temps que ça prendra, ça arrivera. Et là, vous insinuez l'engagement de la jeunesse qui s'est maintenant vraiment, qui s'est présenté au front de ce combat. Pas plus tard qu'hier. Hier, nous avons connu ici à Londres la jeunesse, des enfants, je vous dis c'était des enfants. Des enfants, de 20, 18, 19, 20 ans, 23 ans. Je pense que le plus âgé d'entre eux avait peut-être 25 ans. C'est eux qui ont dit, nous prenons ce combat. Nous avons compris. Ils l'ont dit en anglais, un bel anglais, devant des autorités britanniques. Nous prenons ce combat de la résistance jusqu'à ce que nous libérions notre pays. Il faut vous imaginer ce qu'est l'investissement, ça. Voilà le bilan. Pour moi, ça, c'est un bilan tout à fait positif. Donc, je ne juge pas le parcours de la Pareco par rapport à
l'avènement, donc c'est-à-dire, maintenant c'est la Pareco qui est au pouvoir. Non, on peut arriver au pouvoir et ne rien faire. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au pouvoir, au bout de 2 ans, 3 ans, ils ne sont plus là. Ou ils peuvent même rester 10 ans, mais en termes de legacy, héritage, il n'y a rien. Puisque de tout jeunes ne se sont pas accaparés de cette idée. Mais ce qui est fantastique, et c'est vraiment à louer, c'est le fait que de tout jeunes ont compris la quintessence, c'est-à-dire l'importance du combat que mène la Pareco, et ils en font leur. Ce n'est plus un combat de la Pareco en tant que structure comme ça, c'est plus un combat de Honoré Ngwanda en tant qu'ancien moputiste, c'est plus un combat de Honoré Ngwanda en tant qu'exilé politique, c'est plus un combat d'Honoré Ngwanda en tant que je ne sais pas qui, mais c'est un combat que les jeunes s'approprient. Donc ils prennent les messages d'Honoré Ngwanda, ça devient notre message. Oui, ça devient leur message, mais monsieur Misikilosho, sans vous interrompre, et certains aussi, ou d'aucuns reprocheraient à la Pareco de ne rester ou de se limiter seulement au niveau des apparitions sur Internet, alors qu'au pays, rien n'est fait. Alors sur le plan du bilan de la Pareco au pays, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Même là, je prends un exemple tout à fait simple. La Pareco écrit, publie, intervient sur ce qui se passe au pays. Quelqu'un s'est-il déjà imaginé comment la Pareco, dont le leader est à l'étranger, dont les activités se limitent à l'étranger, comment la Pareco parvient-elle à avoir toutes ces données-là? Quelqu'un s'est-il déjà demandé de se poser cette question? Si quelqu'un l'a fait, celui qui s'est donné la peine de se poser cette question doit avoir compris que cela veut dire que la Pareco a des relais sur le terrain. Comment alors la Pareco peut avoir des relais sur le terrain alors qu'elle n'est pas là? Si jamais on pouvait dire, bon, elle ne fait rien, elle ne fait rien. Non, non. Bon, laissons les gens dire ce qu'ils veulent. Au moins, nous de la Pareco, nous savons qui sont les nôtres. Et les nôtres qui sont sur place nous connaissent. Et c'est ce qui est plus important. Ceux-là qui disent que non, la Pareco n'est pas au pays, ça c'est leur affaire. Toujours dans cette rubrique actualité ou bilan de la Pareco, et qu'est-ce qui reste à faire, monsieur Misikilosho? Bon, ce qui reste à faire, c'est peu et beaucoup à la fois. Peu dans quel sens? C'est-à-dire, nous devons continuer ce que nous sommes en train de faire. Mobiliser, mobiliser. En appeler à la résistance. Le pays est occupé, le pays est constamment pillé, nos frères, nos sœurs sont tués chaque jour. 6, que dis-je, un rapport officiel des Nations Unies a parlé d'à peu près de plus de 6 000, et ça c'était en 2010 que le premier rapport des Nations Unies signé par Madame Lévy était sorti, avant le rapport Mapping. Donc c'était ça en fait dans le cadre du rapport Mapping. Donc entre cette date-là jusqu'aujourd'hui, il y a eu encore beaucoup plus de morts. Donc quand nous voyons tout cela, des gens qui disparaissent, qui meurent comme ça, par grappe, c'est pas un individu, c'est pas 10, c'est pas 20, mais des milliers. Dis non, le problème est tout à fait, le problème est très important. Il est très important, nous devons le prendre par le corps, à bras le corps. Et ça, c'est le travail que nous faisons. C'est le travail que fait la Pareco. Mobiliser, continuer à mobiliser pour que les gens prennent conscience de cela. Je dis c'est peu puisque c'est ce que nous faisons déjà. Mais ce qui reste à faire, c'est beaucoup aussi. Nous avons un chemin à faire d'ici, donc de cette mobilisation, à être en mesure maintenant de dire nous avons les choses en main. Nous allons maintenant commencer le travail de refondation de notre pays. Puisque n'oubliez pas que notre dénomination c'est Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Pour, qui dit pour, dit un objectif. Donc nous allons vers la refondation. Il faut que nous y arrivions. On ne peut pas arriver à refonder quand on n'est pas en situation. Qu'est-ce que j'appelle situation? J'appelle situation, c'est-à-dire être au pouvoir. Être à même de faire quelque chose. Puisqu'on ne peut pas édicter une petite loi, on ne peut pas édicter une petite directive si on n'est pas en situation. Nous nous battons pour arriver en situation. Et je suis convaincu que nous y arriverons. Demain, après-demain, je ne sais pas quand, avec nous ou sans nous, mais au moins la Pareco arrivera
en situation, puisque la PARECO est porteuse des valeurs positives, est porteuse des idées sans lesquelles, réellement, on n'a pas les pays. On n'a pas les pays, puisque les pays vont disparaître. Voilà, avant qu'on arrive là, parce que vous parlez donc de l'arrivée de la PARECO au pays, vous y arriverez par élection ou pas, mais puisque nous parlons aussi élection, récemment vous auriez signé un communiqué de la PARECO à propos de ces élections. Honoré Ngwanda est cité comme parmi de candidats potentiels qui viendraient à ces élections de 2016. Est-ce que vous pouvez l'infirmer ou le confirmer aujourd'hui? Tout sauf ça. Tout sauf cela. Honoré Ngwanda candidat aux élections de 2016. Non, non, écoutez, ils sont sérieux. Il est hors de question que M. Honoré Ngwanda soit candidat à ces élections. Puisque pour 2 ou 3 raisons. Commençons par celle-ci. Nous savons très bien que ce n'est pas par les élections qu'on libère un pays. Notre pays aujourd'hui a besoin d'une libération. Et cette libération, ce n'est pas par les élections. Surtout si ces dernières, celles-ci, donc les élections, sont organisées par l'occupant. Imaginez-vous, c'est lui qui vient vous assujettir, qui vient vous occuper votre maison, c'est lui qui dicte, qui établit les règles de jeu, vous dit bon, venez participer. Et vous, naïvement, vous y allez, mais vous attendez à quoi? Ah non, ah non, ah non, ah non. À la PARECO, on n'est pas aussi naïf que ça. Donc, on ne peut pas aller à ces élections. Pas parce que nous sommes contre l'idée des élections. Non, non. Nous savons ce que veulent les élections ou ce que valent les élections pour des sociétés qui se veulent démocratiques ou des sociétés modernes. Mais pas n'importe quel prix. Il faut encore que ces élections soient organisées par des enfants du Congo. C'est-à-dire dans un système, j'allais dire, aseptisé. Alors que certaines langues diraient que M. Honoré Ngwanda, conscient de lui-même qu'il est impopulaire au pays, il ne pourrait pas opter pour cette approche-là comme ça, d'accéder au pouvoir par le biais des élections. Je ne veux même pas encore parler des affaires de popularité ou d'impopularité de M. Ngwanda. Je parle d'abord des règles du jeu. Les occupants viennent chez vous, comme nous sommes aujourd'hui un pays occupé, et vous voyez, ils disent, bon, allez, venez aux élections, et les gens s'y amènent. Entre nous, c'est manquer du respect pour soi-même, c'est manquer de la considération pour les destins de ces pays-là. Nous pensons que ce n'est pas les occupants qui doivent nous convoquer à une élection, à un scrutin électoral. Nous pensons que ce sont des enfants du Congo, des Congolais libres, maîtres de leur propre destin qui peuvent le faire. Tant que cela est commandé de l'extérieur et voulu par les gens de l'extérieur, là nous n'accepterons pas. Ça c'est une raison. Mais j'en ai une autre. Aujourd'hui, si on veut dire, nous voulons refonder le Congo. Nous allons refonder le Congo sur des bases pourries. Ah non. Or, si on va aux élections, c'est-à-dire, au moins nous acceptons les bases qui sont là. Or, les bases qui sont là pour le moment, sont des bases tout à fait inacceptables. La loi est là, c'est vrai. Cette loi, la Constitution, on dit la Constitution, qui a dicté un certain nombre de règles. Bon, il y a sa fameuse Commission nationale électorale, la Commission nationale... Rappelons que c'est une Constitution quand même votée par tout le monde. Il n'y a que vous qui ne la reconnaissez pas. Ah, même ça c'est discutable. Vous vous souvenez que la Constitution a été soumise au référendum, ça c'est vrai. Mais est-ce que le référendum a été fait comme il se devait? Non. Puisque avant même qu'on n'a pas permis aux partis politiques, de l'opposition de battre campagne contre cette constitution-là, ou bien contre ces référendums. Donc, contre cette constitution pour que les gens votent non. On n'a pas expliqué, et encore moins explicité au peuple congolais, le souverain primaire, l'économie de cette constitution qu'on voulait soumettre au référendum. Tout a été boutiqué dans un cadre tout à fait opaque et avec une précipitation tout à fait inconsidérée pour amener les gens à dire oui, ils acceptent. Mais prenons un exemple. Qui est ce Congolais digne de son nom qui peut accepter que des règles comme celles des articles, je ne sais plus moi, 70 ou comment, je ne sais plus, soient dans une constitution?
tout Congolais d'origine, tel qu'ils ont défini la notion de Congolais d'origine. Vous ne voyez pas l'amalgame qu'il y a là-dedans? Ne voyez-vous pas le flou artistique qu'on a jeté là-dedans? Est-ce qu'il y a un Congolais digne de son nom qui peut avoir lu cette constitution? Ne fût-ce que cette disposition-là, et l'accepter? Non. Ils ont fait les choses pour aller vite, pour que tout le monde s'y retrouve. Et des Congolais d'origine, et des Congolais non originaires, et des Congolais d'emprunt, et des faux et des vrais, tout là-dedans, un melting pot. C'était fait à dessein. Et vous voulez qu'un parti qui a compris le problème du Congo, qui a compris les véritables problèmes et les enjeux de ce problème, puisse aller dans ces schémas-là, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. C'est impossible. C'est impossible parce que nous sommes en train de parler actualité et aussi élection. Je voudrais aussi rebondir là-dessus. La Pareco, votre plateforme, votre mouvement politique, d'aucuns reprochent à la Pareco qu'elle empêche d'autres Congolais d'élire, d'avoir le droit d'élire et d'être élu. Et vous ne trouvez pas que quelque part c'est anti-démocratique? Bon, écoutez, cette question, de mon point de vue, est rattachée à celle qui vient d'être posée tout à l'heure. Nous n'empêchons personne d'exercer ses droits. Mais les droits en vertu de quels droits? Puisque, vous savez, une chose n'est pas juste parce que c'est la loi. Mais une loi est juste. Une chose est droit ou est loi parce qu'elle est juste. Et ça, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Montesquieu. Montesquieu, le même qui avait théorisé sur la notion de séparation de pouvoir. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il dit non. C'est pas parce que ceci est coulé sous forme de droit que ça devient juste. Non. Il faut encore que ça soit juste. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous voulez dire donc tout Congolais, tout le monde peut devenir n'importe quoi dans un pays, peut être même président de la République, c'est-à-dire avoir entre ses mains le destin d'un pays pour toujours. Même si en vertu de la principe, parlons un peu du principe de la démocratie, que les mêmes lois ont été votées par les représentants du peuple. Non, souverain. Non, c'est ce que j'ai dit. Le peuple souverain ont voté cette loi, ils étaient sous occupation. Donc il y avait une contrainte qui s'exerçait sur eux. Les pauvres ne le diront pas toujours, mais en privé, ils disent ah, donc que pouvions-nous faire? Mettez-vous à notre place. Ça c'est un. Donc, ayons pitié, n'ayons pas contre eux notre cœur endurci, comme auraient dit les poètes. Non, non, ce sont des pauvres otages. Ça c'est un. De deux, mon cher frère. Quand nous disons que une chose doit être un droit ou bien une loi doit être juste pour que cela soit droit, nous avons raison, puisque imaginez n'importe qui, puisqu'on dit non, il est au Congo, il peut sortir un document, je ne sais pas qu'il a ramassé ou à Matongé ou à Nyamougo chez moi à Bukavu là, dit non, moi aussi je suis Congolais, donc je suis vous acceptez. Or vous savez vous-même que cet homme-là, il travaille pour des puissances étrangères. Comment vous allez accepter? Vous comprenez? La loi, une certaine loi, entre guillemets, la loi lui donne mandat, lui donne raison de se présenter. Mais, imaginez les Congolais qui sait que non, cet homme n'est pas des miens. Cet homme vient de l'autre côté. Donc là, vous parlez de notion de nationalité qui est une notion épineuse de nos jours ici. Un peu cela, mais je suis encore en train de parler de responsabilités. Il y a des responsabilités, il y a des fonctions, il y a des niveaux de responsabilité dans toutes les sociétés, même nos sociétés traditionnelles. On disait, seul un tel qui remplit tel critère peut être prêtre. Prêtre dans le sens étymologique du terme, c'est pas le prêtre, c'est-à-dire sango. Non, c'est-à-dire celui qui fait, qui communie avec les spirituels, avec l'immanent. Il faut qu'il remplisse tel critère. On ne dit pas que puisque celui qui ne les remplit pas n'a pas droit à la cité, n'a pas droit à la protection, n'a pas droit à la même protection que tous les autres. Non, mais on lui dit, cette fonction ne peut pas
l'exercer puisque vous ne remplissez pas tel critère. C'est ça que je veux dire. Je ne parle pas encore des histoires des nationalités, qui est une notion tout à fait juridique. Mais là, il y a des notions, il y a des entendements politiques. On dit non. Compte tenu de ceci, c'est pas puisqu'on a telle nationalité qu'on peut accéder à tout. Il faut encore qu'il y ait ici ce qu'on appelle ici check and balance. Ici, dans ce pays, on essaie de voir est-ce qu'il remplit tel critère, est-ce qu'il remplit tel critère, tel critère. C'est pour dire en sorte que, c'est pour faire en sorte que les pays ne soient servis au niveau supérieur, au niveau ultime, que par des hommes qui lui sont totalement dévoués. Mais pas par des hommes qui ont des agendas cachés. Des hommes qui sont téléguidés par des puissances étrangères ou par des intérêts étrangers. C'est là le combat. On ne peut pas dire que n'importe qui le fait. C'est vrai, il y a des Congolais, parmi nous, il y a des Congolais qui ont trahi le pays. Des Congolais de pur sang qui ont trahi le pays. Ça c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que puisqu'il y en a qui ont trahi le pays, qu'on doit accepter alors même celui dont on ne connaît pas très bien son allégeance totale au Congo, parce qu'il sait que moi je suis né au Congo, mes parents sont nés au Congo, ou bien sont nés congolais, mes arrière-grands-parents sont nés congolais, mes arrière-arrière-grands-parents sont nés congolais. Entre celui-là et quelqu'un qui est allé chercher cette nationalité congolaise ou cet attribut. Est-ce que là vous êtes en train de sous-entendre un peu le cas Vital Kamerhe qui est en vogue, le cas en vogue, né au Congo, mais dont quand même il y a un peu le doute sur son passé? Je n'aime pas beaucoup trop parler des individus. Je parle moi personnellement des principes. Si je peux arriver à expliciter ce que je veux dire et que l'un ou l'autre tombe dans les cas de figure, tant mieux. Ou tant pis. Je veux seulement dire ceci. S'il y a un homme, puisque vous parlez de Kamerhe, bon, Kamerhe et moi, je suis né à Bukavu, je vous l'ai dit. Je suis né à Bukavu. C'est curieux parce qu'on reproche à la Pareco d'avoir seulement les Bangas là, alors que vous êtes un peu de Bukavu et vous le confirmez. C'est ça, voilà les clichés. Les gens disent n'importe quoi sur la Pareco. Mais la réalité est que la Pareco, ce n'est pas un parti de Bangala. La Pareco, c'est un parti de tous les Congolais. Il y a beaucoup de Congolais de toutes les tribus, de toutes les origines dans la Pareco. Moi qui vous parle, je suis de Bukavu. Je connais d'autres amis qui sont de Kisangani, qui sont de Mbujimai, qui sont de, c'est pas moi, d'Idiofa et de Banzangungu. Partout, j'en connais aussi qui sont de l'Équateur, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que la Pareco se réduit seulement aux gens de l'Équateur. Ça, ce sont des clichés, des gens qui n'ont pas d'argument et qui croient que la seule façon de nuire au futur de la Pareco, au succès de la Pareco, c'est les réduire à un parti tribal. Non, la Pareco n'est pas un parti tribal. Des partis tribaux, il y en a eu. Union de, c'est pas moi, Union Anamongo, Union ceci, ça a existé. Mais pour le moment, je pense qu'il y en a très peu. Et en tout cas, ce n'est pas le cas de la Pareco. Mais c'est pas ça, c'est tout à fait incidentiel ce que vous venez de dire. Mais le plus important que je voulais dire, c'est ceci. Moi, je suis d'un coin où Vital Kamerhe est lui-même né. Il est né à Bukavu. Il est né à Bukavu, comme moi. Mais ce n'est pas parce que et moi et lui, nous sommes nés dans une même ville que nous remplissons, que nous répondons aux questions que se posent les Congolais sur nous tous. Qu'on me pose à moi la question, Monsieur Amus Kilocho, vous êtes né à Bukavu, qui êtes-vous? Je peux remonter mon arbre généalogique jusqu'à la, c'est pas moi, jusqu'au XVIe siècle. Père, côté maternel et côté paternel. Je suppose que mon frère Vital Kamerhe peut faire la même chose. Et jusqu'à présent, peut-être qu'il le fera demain. Okay. S'il peut le faire, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, s'il peut lui-même dire, voilà, vous exigez ceci de moi, voilà, je vous l'apporte. Cela est exigé à un autre homme politique, un grand homme politique dans un autre monde qui n'est pas le nôtre. Mais puisque c'était l'opinion publique qui demandait,
qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est astreint à cet exercice-là. Donc Barack Obama, président des États-Unis, il s'est astreint à cet exercice-là. Je suppose, moi en tout cas, moi je suis à l'aise. Je serais Vital Kamerhe, je serais très à l'aise. Et je suppose, si lui réellement, il sait, en fait, si nous avons les mêmes références, les mêmes référents, donc il sera aussi à l'aise que moi. De ce point de vue, bon, je donne-lui le temps et je sais peut-être qu'il va le produire. Bon, plus si ça dure, bien entendu, bon, ça commence, les gens commencent à se poser des questions, ainsi de suite. Bon. Mais je vais dire quelque chose d'autre là, à ce sujet-là. Vous savez, mon frère Grégoire, je suis écœuré de voir qu'il y a des gens qui ont difficile à s'assumer, à assumer leur identité. Il n'y a pas de honte à être rwandais. Quelle honte y a-t-il à être rwandais? Quel mal y a-t-il à être, je ne sais pas, ou Tutsi? Non, il n'y en a pas. J'ai même noté qu'il y a maintenant une campagne au Rwanda, lancée par le président rwandais Paul Kagame, qui dit « Ndimunya Rwanda ». Ça veut dire « Je suis rwandais ». Donc j'assume ma Kinyarwandité avec fierté. Mais pourquoi ceux-là qui sont chez nous, quand ils sont avec nous, ne veulent pas s'assumer comme tels? Moi, j'aime qu'ils s'assument comme tels. Moi, je suis tel et je m'assume comme tel. Vous m'aimez ou vous me rejetez, mais voici ce que je suis. C'est plus correct, c'est plus responsable. Je respecterai, moi, personnellement, des gens qui s'assument comme tels. Mais tel que les choses se passent chez nous, c'est comme si vous dites à quelqu'un, non, vous êtes Munyarwanda, vous êtes Rwandais. Ça fait déjà... C'est comme si vous le condamniez à mort, c'est comme si vous l'injuriez. Est-ce que c'est une injure de dire à quelqu'un qu'il sait qu'il est? Non, je doute fort. Je doute très fort. Et c'est ça, c'est là tous les problèmes. Vous savez, les gens disent, oh, la Pareco est contre les Rwandais. C'est pas vrai. La Pareco n'est pas contre les Rwandais. Pourquoi? Pourquoi serons-nous contre les Rwandais? Les Rwandais sont nos frères. Nos frères. C'est puisque le discours que la Pareco tient, d'aucuns le qualifient de discours xénophobe. Non, ils ont tort, puisqu'ils font une lecture superficielle. Les Rwandais sont... Donc, les mêmes sentiments que nous avons avec les Rwandais, c'est les mêmes que nous devons avoir avec les Angolais, avec les Zambiens, avec tous nos 9 voisins. Pourquoi? Puisque nous, au moins, à la Pareco, nous ne sommes pas bêtes. Nous savons que des régimes, comme le régime Kagame et Takigali aujourd'hui, des régimes, ce sont des choses qui passent. Mais le peuple demeure. Le régime Kagame passera, comme le régime Mobutu est passé. Comme le régime Kabila va passer. Mais le peuple rwandais restera. Le peuple congolais restera. Et c'est ce dont nous avons besoin, c'est l'amitié entre ces deux peuples. Les régimes nous importent peu, très peu, c'est pas ça. Les gens qui disent non, voilà, ça ne va pas, ils réduisent leur analyse au conjoncturel. Or, quand on veut diriger un pays, la vocation que nous avons, nous, à Pareco, de diriger les pays demain, surtout d'y construire une société juste, équitable, impartiale, où tout le monde vivra en paix et en sécurité. Quand on a cette vision du monde, on ne peut plus se perdre dans des conditions, ou bien dans des circonstances tout à fait conjoncturelles. Le conjoncturel, c'est les régimes. Les régimes passent, mais les peuples demeurent. Et ceux qui sont en train d'entêter certains de nos amis rwandais, non seulement les Rwandais, les amis au sud du Congo d'en face. Oui, moi c'est la même chose. Le même plan est en train d'être préparé en Angola aussi, où les Congolais sont traités comme des bêtes de somme. Oui, moi j'ai dit tout ça, encore tout ça, ce sont des choses qui passent, c'est conjoncturel. Les Congolais doivent savoir que là où ils sont traités, ce n'est pas les petits peuples qui font ça. C'est un régime pour un dessein bien précis qui fait ça. Mais les régimes, heureusement, sont condamnés à disparaître. Et ils disparaîtront. Mais tous nos peuples là, les 9 seront là. Et nous de la Pareco, nous allons composer avec tous les peuples voisins autour de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les régimes qui nous intéressent. Nous combattons les régimes, puisque les régimes de Kigali, l'actuel, ces régimes-là
a développé une politique qui est aux antipodes de nos intérêts. Oui, monsieur le secrétaire général Ami Sikilocho, est-ce que vous avez quand même quelque chose donc à rajouter à propos de la rubrique ayant trait à la nationalité ou au droit que la PARECO priverait à ceux-là qui voudraient être élus ou élire leurs dirigeants? Non. Nous n'avons pas grand-chose à ajouter ou à retrancher. C'est que nous allons faire en sorte que le Congo soit sous l'emprise, sous l'autorité de la loi. Une loi conçue par des Congolais pour des Congolais. Pas une loi conçue par des étrangers pour des Congolais et encore pour des Congolais étendus, donc dont la notion de congolité va jusqu'au-delà des limites. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout xénophobe, je ne suis pas contre les étrangers, non, le s'en faut. Quand nous disons cela, nous voulons tout simplement faire en sorte que, au niveau de la magistrature suprême par exemple, hein, je prends seulement ça comme un exemple, puisqu'il y a beaucoup d'être parlé là-dessus. Au niveau de la magistrature suprême par exemple, que seuls des Congolais au-dessus de tout soupçon, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan éthique, que ce soit sur le plan idéologique, que ce soit surtout sur le plan de l'allégeance à la nation congolaise, que seulement ceux-là puissent accéder, puissent exercer ce type de fonctions. Puisque ce pays a beaucoup souffert. Toutes ces morts que nous déplorons, c'est dû à quoi? C'est dû à l'ignominie des dirigeants congolais. Lesquels dirigeants parmi eux, et pas des moindres, sont au service des puissances étrangères, sont au service des intérêts qui n'ont rien à voir avec le destin du Congo, ou plutôt sont des dirigeants qui travaillent en fait pour la balkanisation du Congo, pour la liquéfaction du Congo, bref, pour la disparition du Congo. Ça, on ne peut pas tolérer. Et comme on ne peut pas savoir qui est qui, au moins on peut savoir, comme on ne peut pas savoir qu'est-ce que chacun a dans son cœur. C'est difficile de sonder ce qu'il y a dans le cœur des gens. Au moins on peut savoir qui a la présomption de travailler pour le Congo. Et on peut dire, c'est celui qui est congolais, vraiment congolais, des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères, côté paternel, on remonte, qui peut servir le Congo à ce stade-là des responsabilités de chef de l'État. Libre à lui, celui qui ne remplit pas ces critères-là, libre à lui d'être un grand commis de l'État. Il peut servir comme un grand, c'est pas moi, un grand ministre, un ministre d'État, il peut être comme un grand, c'est pas moi, directeur des services généraux, il peut tout faire. Mais il y a ces fonctions politiques au niveau des États qui jouissent d'une certaine, comment je vais dire, qui requiert un profil tout à fait particulier. Et parmi ces fonctions-là, et surtout pour un pays comme le nôtre, c'est la fonction des chefs de l'État. La fonction de l'État, M. Sikilocho, il y a quand même certains critiques qui reprochent au leader de la PARECO qu'il était au pouvoir avec le maréchal Mobutu. Et pendant ce temps-là, nous avons vu beaucoup d'étrangers proliférer et occuper même des postes clés de la nation. Vous ne trouvez pas que non, c'est une stratégie un peu de la xénophobie que vous utilisez? Non. Moi, je pense qu'il n'y a pas de xénophobie là-dessus. Il y a même quelque chose, il y a même un mensonge qu'il faut relever. Quand on dit le président national de la PARECO a eu à faire ceci, non, c'est faux. Certains de mes collègues, des membres de la PARECO, des cadres de la PARECO, ont déjà démontré par A plus B sur des antennes de radio patriotiques que sur les 32 ans de Mobutu là, dont on parle le temps, le monsieur Honoré Mwanda n'a eu que quelques années aux côtés de Mobutu. Il était sinon un parmi tant d'autres collaborateurs de Mobutu, et il avait des chefs hiérarchiques qui sont même aujourd'hui, au moment où nous parlons, à Kinshasa, les uns participant au pouvoir d'occupation, d'autres accompagnant ce pouvoir avec leurs avis, leurs critiques, leurs conseils, ou d'autres encore faisant des affaires tout à fait paisiblement au Congo. Non. Mwanda a été, c'est vrai, collaborateur de Mobutu. Mais avait-il la décision sur la marche du pays? Ah non, soyons sérieux.
Wanda était collaborateur de Mobutu pendant un temps, un moment précis. Mais il faut ne pas connaître les rouages de l'État pour dire qu'un conseiller spécial, c'est lui qui a les derniers mots. Je prends un exemple. Dans un livre qu'il a publié, les derniers jours du maréchal Mobutu, dans les documentaires qui étaient sortis. Donc, ainsi sont les glas. Ainsi sont les glas des derniers jours du maréchal Mobutu. Mais je parle aussi du documentaire de, je ne sais plus quelle chaîne de télévision, qu'on avait appelé l'Afrique en morceaux. Le président national de la Pareco, là il n'était pas encore président national de la Pareco. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, voilà, moi j'ai été en Afrique du Sud, j'ai conduit telle mission. Mais le premier ministre de l'époque, qui était premier ministre pendant que le pays était agressé, c'est-à-dire M. Léon Kengwa-Dondo, le rappel à l'ordre, mais en vertu de quel mandat vous faisiez ces missions-là? Vous n'aviez pas pouvoir. Quand vous dites que vous avez été en Afrique du Sud, vous avez été ici, vous avez vu des gens recruter des mercenaires, mais vous n'aviez pas qualité pour faire ça. Donc ça ne vous concerne pas. Vous comprenez ce que cela veut dire? Cela veut dire, ne vous prévalez pas d'une certaine autorité que vous n'avez pas. En réalité, à cette époque-là, il n'avait aucune autorité. Il n'avait pas le pouvoir absolu comme d'aucuns oseraient le dire ou tendent à le dire aujourd'hui. Puisqu'il dépendait parfois des ministres de l'Intérieur, parfois des ministres de la Défense, parfois du chef de l'État lui-même. Vous pensez que c'était lui qui pouvait décider? Si déjà j'ai suivi dernièrement le président Poutine, parlant de cette affaire d'Ukraine là, qui alimente la chronique pour le moment, quelqu'un dit à Poutine, mais le secrétaire d'État américain, John Kerry, a dit ceci. Poutine a dit non, je respecte beaucoup les secrétaires d'État américains. Je sais que c'est un grand personnage, mais je doute fort que ce soit lui qui décide sur la politique des États-Unis. C'est pas lui. Vous imaginez, un secrétaire d'État. Mais quelqu'un qui connaît, il dit non, c'est pas lui qui décide. Et c'est ça le cas aussi au Congo. C'est pas puisqu'on a été collaborateur de Mobutu qu'on peut qu'on décidait. Et encore, il faut que, alors on ne connaît pas comment Mobutu fonctionnait. Et Mobutu avait un gouvernement, un premier ministre, il y avait d'autres gens qui l'ont côtoyé, disent qu'il avait même beaucoup de gouvernements parallèles. Bon. Alors il reste à savoir comment c'est moi. Certains auraient même qualifié donc, de conseil sans mallette qui pouvait atterrir du jour au lendemain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas lui qui avait les derniers mots sur ces affaires des étrangers, non nationalisation des étrangers. Et encore, revenons à l'histoire. Cette affaire de la nationalisation in globo des étrangers, surtout des étrangers rwandais, ça a été pris sous un premier ministre, pardon, sous un directeur de cabinet du président de la République, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de premier ministre. Il n'y avait pas de premier ministre, il n'y avait pas non plus de premier commissaire d'État. Celui qui faisait office, donc l'homme le plus important de la République, à part le président de la République, c'était le directeur de cabinet. Or, à l'époque du directeur de cabinet en question, ce n'était pas Ngwanda. Et c'était en 71. Où était Ngwanda à l'époque? Je pense qu'à la limite, il était en train de terminer peut-être ses études secondaires, universitaires, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il n'était pas là où, dans les saints des saints pour prendre des décisions de ce genre-là. Non, non, c'est faire de l'amalgame que de dire que c'est Ngwanda qui avait amené tels étrangers au pays. Non. Il a évolué avec tout le monde, les jeunes universitaires, les 68 arts là. Il a trouvé une machine qui était là et qui avait déjà fait beaucoup d'histoires. Bon, et avait le choix d'aller, de se faufiler, de se caser dans l'appareil et de voir comment cheminer avec. Non, non, ça c'est vraiment, comme aurait dit un ami, c'est du n'importe quoi. Merci, M. Kilosho. Je crois que non, là, vous faisiez allusion à Bisengimana Rouema, qui fut le directeur de cabinet. Tout à fait, c'est Bisengimana Rouema qui était directeur de cabinet à l'époque. Et quand lui était directeur de cabinet, ah non, Ngwanda n'était même pas, je pense qu'il le voyait de très loin, n'était même pas encore tout près des sillages, même pas du tout. Merci. Pas du tout. Merci beaucoup. Passons un petit peu donc à la Pareco, votre mouvement. On en a un peu parlé dans l'introduction de cet entretien. Vous êtes en train donc d'envisager accession de la Pareco donc au pouvoir. Mais il y a quand même certains compatriotes qui s'inquiètent qu'une fois au pouvoir, la Pareco pourrait faire de représailles contre ses compatriotes et autres.
c'est un peu cela, c'est que... C'est vraiment un procès d'intention, comme on dit. Un procès d'intention. Ce n'est pas dans les chefs d'Apareco de faire une chasse aux sorcières. Non, 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 pas du tout. L'Apareco est consciente du défi qu'elle doit relever. Elle ne peut pas relever ce défi sans l'apport des Congolais. Mais toujours est-il que l'Apareco sait aussi qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont fait du tort à ce pays. Du grand tort. Alors, l'Apareco va instaurer un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire un état où tout le monde est traité de la même façon. Où chacun aura à répondre des faits qu'il a commis. Et là-dessus, il y a des faits qui sont pardonnables, d'autres qui sont pardonnables. Je prends l'exemple de tout ce que nous vivons. Voilà un pays dont la population paisible n'avait rien à faire. La population ne demande rien à personne, sinon à vivre en paix. Puis il y a des gens qui vont pactiser avec l'ennemi pour apporter la guerre au pays. Je dis bien la guerre. Une guerre, ce n'est pas une promenade de santé. Une guerre, c'est pour causer la mort. Ça tuer des gens. Et beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts, notamment dans l'est du pays. Dans toutes nos provinces à l'est, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Et ça fait 15 ans, plus de 15 ans que ça dure. Vous voudriez qu'on dise non, écoutez, nous laisserons ça comme ça. Non, il faudra qu'un jour, que les gens disent non, 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 il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Aucun État du monde n'accepte que ses propres enfants les trahissent en amenant des étrangers à l'extérieur pour venir les combattre. Non, ça c'est vraiment un crime de haute trahison et en termes de droits de l'homme, de félonie. Et sous d'autres cieux, c'est un crime passible de peine capitale. Mais cela que nous qualifions de collabo, parce que l'Apareco ne pourrait pas faire tel que les Français, donc l'avaient fait à l'époque de la libération de la France par les patriotes et résistants français sous l'égide du général de Gaulle. Nous allons voir ce que nous allons voir. Mais au moins ce qui est vrai, il n'y aura pas de l'arbitraire. Il n'y en aura pas. Tout celui chacun aura ce qu'il a fait. Les collabos, les gens dont le métier est devenu, donc le métier maintenant avéré est celui de vendre le pays. Hier, il a été ici, il combat avec les patriotes, et le lendemain, il se retrouve dans les camps ennemis, il vient vendre le pays, il se proclame ceci ou cela, seigneur de guerre. Non, non, il faudra que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut quelque part un châtiment. Crime et châtiment avait écrit Dostoevsky. Ce n'est pas puisque on châtie quelqu'un qu'on ne l'aime pas. C'est aussi, il y a une notion, il y a une valeur pédagogique, il y a une valeur éducative dans la sanction, dans le châtiment. Donc on ne va pas accepter, en tout cas je vois mal comment on peut accepter que des gens qui ont commis ce type de forfaits contre le pays, puis ils disent non, on laisse faire. Non, non, c'est quand on les punit, quand on les châtie ouvertement, que demain les gens diront je ne veux pas connaître les sorts qu'avait connu un tel. Et les gens vont rentrer dans l'ordre. Mais si on laisse faire, on va de négociation en négociation, d'amnistie en amnistie, comme on est en train de s'amuser à Kinshasa, depuis l'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23, ben c'est qu'on est en train de donner une prime au crime. Une prime au crime. Et ça, on ne peut plus continuer comme ça. Il faudra qu'à un moment donné, on arrête. Et l'Apareco est bien outillé pour dire stop. Maintenant, nous créons une nouvelle société. Et pour que cette société soit, voilà, nous devons prendre telle mesure, aussi radicale qu'elle soit. Mais j'ai dit, il n'y aura pas une chasse systématique aux sorcières, c'est-à-dire comme ça, pour assouvir un intérêt, un esprit de vengeance. Non, non, il n'y aura pas de la vengeance pour la vengeance. Mais c'est l'État seul, investi de ce pouvoir régalien, qui doit prendre les gens et évaluer sur base des accusations qui sont les leurs, ou qu'on peut formuler contre eux, et dire voilà ce que vous méritez, soit positivement, soit négativement. Au moins ça nous allons le faire.
Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Je rappelle donc à nos téléspectateurs, auditrices et auditeurs de Congo Horizon Média Plus qu'aujourd'hui, nous avons eu le privilège de recevoir un cadre vraiment très influent de l'Alliance des Patriotes pour la Revolution du Congo, M. Misi Kilosho, qui est le secrétaire général adjoint chargé de l'exécutif de la PARECO et aussi porte-parole de ce mouvement de résistance. Mais avant que nous puissions clore cet entretien, revenons un peu à nos compatriotes, je les appellerai ainsi parce qu'ils sont africains, les Rwandais qui vivent sur le territoire congolais. Quid de ces gens-ci qui vivent sur notre territoire? Bon, les Rwandais ne sont pas les seuls étrangers à vivre sur le territoire congolais. Ne sont pas les seuls voisins que nous avons à vivre chez nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ils peuvent se faire ces appréhensions. Non, si la PARECO arrive, c'est-à-dire on nous jette tous à la mer. Non, 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 non. Nous ne sommes pas là pour jeter qui que ce soit à la mer. Non. Peut-être que nous serons même là pour défendre tout le monde, y compris ces Rwandais-là. Pour autant qu'ils acceptent les règles du jeu que le peuple congolais souverainement va décider. Mais en tout cas, il est hors de question que nous allons dire, en tout cas, nous éradiquons tous les Rwandais. Au contraire, au contraire. Les Rwandais doivent se tranquilliser. Comme je l'ai dit à une autre occasion, les Rwandais sont nos frères. Et les Rwandais, c'est un peuple. Le peuple demeure. Seul le régime passe, puisque les régimes, ce sont des choses appelées à passer. Nous n'avons pas donc à nous de faire comme si nous allons effacer les Rwandais ou déplacer le Rwanda de là où il a toujours été pour le mettre où. On ne peut pas déplacer le Rwanda, il sera là. Et les Rwandais qui sont chez nous, comme il y a beaucoup de Congolais aussi qui vivent au Rwanda, ces Congolais-là, ces Rwandais-là ont on doit à la même protection devant la loi. Nous allons les protéger. Nous allons vraiment les protéger. Et ceux qui veulent devenir des Congolais, il y a des mécanismes qui sont là, qui existent ou qui seront très bien définis, si les gens ne les comprennent pas encore très bien, qui seront très bien définis. Et ils seront des Congolais, ils auront droit, ils vivront comme tout le monde, ils auront droit à tous les avantages et à toutes les obligations, et bien entendu, sous réserve de ce que prévoit la loi. Quand je dis ce que prévoit la loi, c'est cette affaire, par exemple, dont nous parlons encore ici, de l'accession à certaines fonctions. Cette notion pose toujours problème quand les gens l'analysent superficiellement. Prenons le cas des États-Unis encore. Puisque chez nous, on dit non, vous allez les traiter comme des citoyens de seconde zone. Mais aux États-Unis, il existe une loi qui reconnaît tous les Américains égaux. Mais la loi dit, ne peut être président de la République, chef de, comment on dit ça, président des États-Unis, qu'un citoyen américain né aux États-Unis. Est-ce que par là, on dit que ceux qui ne sont pas présidents, ceux qui ne sont pas nés aux États-Unis, puisqu'ils ne peuvent pas devenir président des États-Unis, sont des citoyens de seconde zone? Non. Pourquoi là on ne parle pas des zones? Le cas de Schwarzenegger, donc, il y en a beaucoup. Le gouverneur de Californie. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Cela veut dire, est-ce que puisqu'on dit donc, vous ne pouvez pas devenir président des États-Unis, vous devenez un citoyen de seconde zone? Quand on dit ça contre, c'est pas moi, un citoyen Moulouba ou un citoyen Loulou ou un citoyen Mouchi ou un citoyen, c'est pas moi Moubembe, ça ne pose pas de problème. Mais quand on dit la même chose, c'est un citoyen qui se dit non, moi je suis Mouniarwan, là ça devient un problème, on parle maintenant de xénophobie. Ça n'a pas de sens. Donc, être citoyen dont les prétentions ne peuvent pas aller au-delà de ceci, ne font pas de vous, ces prétentions ne font pas de vous un citoyen de seconde zone. Ce n'est que des règles de jeu. Et je dis, tous les États modernes, tous les États ont défini ce type de mécanisme pour se protéger, pour protéger leur souveraineté, leur intégrité. Si c'est accepté partout, pourquoi on ne peut pas l'accepter au Congo? Si c'est accepté par exemple au Rwanda qui est pays voisin là, pourquoi on ne peut pas l'accepter chez nous? Au Rwanda, on dit quand on a été Rwandais, on ne perd pas sa nationalité. Quel que soit où vous allez, vous commettez un impair contre le Rwanda, nous sommes en mesure de vous poursuivre pour haute trahison. Donc précisons que là c'est l'article 7 donc, de la constitution rwandaise
Donc, alinéa 3, oui. Il y a même un député congolais qui a été incarcéré, arrêté au Rwanda et mis en prison, puisque le Rwanda estimait qu'il avait trahi les intérêts du Rwanda comme citoyen rwandais. Alors qu'il est sur un Zaïrois, un Congolais, pardon. Vous comprenez cela? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des États doivent se réserver des marges de manœuvre de sécurité, donc des couloirs de sécurité. Ces couloirs-là sont sacrés, indépendamment du profil, indépendamment du visage. Indépendamment du visage, indépendamment, non. Mais c'est ça, c'est une façon de se protéger. Et quand vous connaissez l'histoire d'un pays comme le nôtre, mon cher frère, il vaut mieux qu'on soit très regardant de ce point de vue-là. Cette affaire d'occupation dont nous parlons souvent, il y a des gens qui pensent que c'est une façon de parler des gens de la Pareco pour s'attirer, pour discréditer ceux qui sont au pouvoir ou pour s'attirer la sympathie des victimes. Non, c'est vrai. C'est vrai et alors vrai. Pourquoi j'ai dit que c'est vrai? Peut-être qu'à Kinshasa, on ne le vit pas très bien, puisqu'il y a des gens qui ne poussent pas loin l'analyse, qui disent, mais comment on peut dire que nous sommes occupés alors qu'un tel qui est ministre, c'est le fils de ma tante. Un tel autre qui est, c'est pas moi, commissaire de zone de telle commune, c'est le fils de mon oncle, c'est mon cousin. Moi, je leur dis, mais même la France, quand elle était occupée là, il y avait des postes importants qui étaient tenus par des Français de souche. Pétain lui-même, ce n'était pas un étranger, c'était un Français. Un Français, encore un héros de la Première Guerre mondiale. Certains iraient même plus loin pour dire que surtout les Kivusiens, nos frères donc de l'Est de la République qui est beaucoup plus affecté, essaient un peu de s'accommoder avec les occupants. Non, c'est faux. Hein? C'est faux. Je vais terminer ce que je venais de dire et puis répondre sur cette question. Si j'oublie, rappelez-moi. Non, c'est-à-dire on peut être, quand on dit le pays est occupé, c'est pas puisqu'il y a tel dirigeant que je connais, tel premier ministre que je connais, que le pays n'est pas occupé. Moi, je vous dis, le pays est occupé. L'armée congolaise aujourd'hui, au niveau très élevé, là où se prennent des décisions, c'est pas par des Congolais. Dans les Kivu, en tout cas, si on peut se tromper par-ci, par-là, mais en ce qui concerne les Kivu, d'où je viens, où se trouve toute ma famille, nous savons bel et bien que nous sommes sous occupation. Il faut voir les mouvements, notamment de nuit, le long des frontières entre le Rwanda et le Congo. Comment les troupes entrent, comment elles sortent, comment elles entrent, comment elles sortent. Comment, jusque dans des coins les plus reculés comme Shabunda ou Mwenga, c'est pas la frontière là, puisque la frontière Kivu, Rwanda, c'est Bukavu, Goma. Mais plus loin, à 400 km, vous arrivez, tout le monde qui est là, les agents de l'ordre, comme on les appelle, c'est pas des Congolais. Vous direz, non, vous faites un délit au faciès. Non, non, je ne parle pas de faciès. Juste, non, moi, je ne parle pas de... C'est pas un délit au faciès. Ces gens-là qui sont là, ce sont des hommes aussi. Il leur arrive de dire, non, écoutez, bon, il faut maintenant que je rentre chez moi au Rwanda. Ça fait longtemps que je suis ici, qu'on me rappelle maintenant que nous avons l'occasion de rentrer chez nous. Mais ça veut dire, les gens qui sont sur place, ils suivent ces discours-là, ils vous les rapportent. Voilà comment nous sommes occupés. Ça, ce sont des présences. Mais il y a aussi des pratiques. Il y a des pratiques qu'aucun citoyen congolais n'a jamais fait à un autre. Que seuls les occupants, depuis la nuit des temps, depuis que les Romains avaient envahi la Gaule, qui se permettent ce type de pratiques. Donc l'humiliation permanente. Un Congolais n'a jamais humilié notre Congolais. Il peut lui prendre un poulet, il peut lui prendre... Mais l'humilier, c'est-à-dire l'humilier devant femmes et enfants... Le violer... Non, ça n'existe pas. C'est seulement les étrangers animés d'une mauvaise foi, des occupants qui font ça pour vous réduire, pour enlever dans votre tête, dans votre esprit, le peu de fierté que vous avez. Vous imaginez des gens qui se font violer devant leurs femmes. Je dis bien des hommes violés. Puis ça, on n'en parle pas souvent. Hein? Des hommes violés par d'autres hommes devant femmes et enfants. Qu'est-ce qui reste en lui? Sinon, les néants. Et vous avez vu déjà un Congolais faire ça à un autre? Revenons un peu aux Kivusiens. Revenons aux Kivusiens. On dit, voilà, vous les Kivusiens, vous ne prenez pas souvent la mesure de ce que c'est fait. Oh, c'est comme si vous jouiez double jeu. Moi, j'ai dit non, 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 non. Et je l'ai dit vraiment, je l'ai dit la main sur le cœur. Si ce pays est encore
unis aujourd'hui, enfin les semblants que nous avons aujourd'hui d'unité, c'est grâce aux Kivussiens. Les Kivussiens auraient succombé au chant des sirènes que eux-mêmes auraient dit non, écoutez, nous y allons. Puis c'était ça le plan. On coupe les Kivu de la partie occidentale du pays, la partie ouest. Tout est focalisé vers l'est. Le Rwanda, Kampala et un peu plus loin Nairobi. Mais vous savez que les Kivussiens sont arrivés jusqu'à boycotter des produits rwandais. Nous n'en voulons pas. Là, c'était sous les RCD Goma, sous le CNDP. Nous avons une société d'assurance, je prends ça comme exemple, puisque mon oncle avait un camion, on en avait bien parlé. On lui dit, voilà, venez assurer votre camion ici à la société rwandaise d'assurance. Voilà les avantages, et ainsi de suite. Il y en a plein. Mais ils ont dit non, nous comprenons ces jeux. Nous allons traiter avec notre SONAS là qui ne nous paie même pas de primes. Mais tant qu'elle est nationale, nous préférons la SONAS aux avantages. C'est quand même un sens de patriotisme. Vous comprenez ça? Oui. Donc c'est fait pour que petit à petit les gens se coupent du marché ou se coupent de Kinshasa pour s'arrimer vers les marchés de l'Est. Beaucoup d'histoires là, comme ça, tout ce qu'on fait là, ce sont des jeux pour amener les gens à s'impliquer là-bas. Mais je vous dis, les gens du Kivu boycottent ces affaires-là. Les boycottent puisqu'ils savent quelle est la motivation et finalement où est-ce qu'on veut en venir. Alors quand les gens disent non, vous les gens qui vous faites ceci, je leur dis non, non. S'il y a des résistants dans ces pays-là, la RDC, je pense à mon avis que les grands résistants sont les gens du Kivu qui sont sur place. Puisque eux, ils vivent la désolation, la mort, l'humiliation au jour le jour. Et ils refusent de céder à l'occupant. Voilà des gens qui vont libérer le Congo. C'est avec eux que nous allons bâtir le Congo. Et voilà pourquoi la PARECO se bat pour le Congo. Et comme disait encore un de mes collègues, c'est pas tout ce que nous vivons d'Afrique, c'est pas à l'Équateur, c'est dans les Kivu. Or, celui qui porte le message, c'est quelqu'un de l'Équateur, puisqu'il est, je dis patriote. Je ne dis pas nationaliste, je dis patriote. Puisque être patriote, c'est quoi? Ce n'est pas passer son temps à dire oh, mon pays est grand, mon pays est beau, mon pays est riche. Non, c'est pas cela être patriote, mon frère Grégoire. Être patriote, c'est savoir s'investir pour son pays. Savoir prendre et dire non, pour mon pays, voilà ce que j'accepte. Donc j'accepte toutes les privations, tout pour que je puisse les défendre, qu'il soit un pays bien pour moi et pas au-delà de moi-même, pour mes enfants, les enfants de mes enfants. C'est ça être patriote. Dans tous ces pays dans lesquels nous vivons ici, c'est une des valeurs cardinales qu'on enseigne à tous les enfants, le patriotisme. Je ne dis pas du nationalisme, parce que le nationalisme c'est une philosophie assez ringarde, mais je parle du patriotisme et personne ne peut me dire que c'est un péché d'être patriote. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint de la PARECO. Là, nous sommes, je crois, arrivés à la fin de cet entretien, vraiment très important d'aujourd'hui, et beaucoup de nos téléspectateurs, beaucoup de nos auditeurs et auditrices de Congo Horizon ont beaucoup plus appris de vous. Et c'est la première fois, peut-être certains apprendraient que nos compatriotes du Kivu se battent bec et ongle pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez quand même un message à lancer, donc tant à l'opinion internationale que nationale? Là, je vous permettrai aussi que vous puissiez le faire parfois dans l'une de nos langues vernaculaires, monsieur le SGA. Merci beaucoup, je vais essayer. Je vais dire d'abord un mot en français, puis en lingala et enfin en kiswahili. En français, je dis ceci. Je m'adresse à l'opinion internationale. Le peuple congolais souffre, c'est connu de tout le monde. Même si vous n'en parlez pas, les médias dominants n'en parlent pas beaucoup, mais le peuple congolais souffre, ça fait plus de 15 ans que ça dure. Il y a un génocide qui est en train de se passer au Congo, puisque je ne peux pas comprendre que ce soit des crimes crapuleux, puisque c'est systématique. On veut détruire, on veut anéantir un peuple, puisqu'il y a des villages entiers qui ont disparu dans l'est du pays, dans les Kivu. Il y a des villages qui ont disparu, corps et bien. À la place où il y avait des villages, vous trouvez un plateau de cauchemar, comme on dit, que moi j'appelle. Donc ce sont des tombes.
Là où il y avait vous avez, ce sont des intermolles, vous marchez sur, qu'est-ce qu'il y a ici? Et vous, non, ne marchez pas là-bas, puisque là, on avait enterré, c'est une tombe commune, ainsi de suite. Il faut qu'on arrête ça. Et tout cela a lieu à cause de quoi? C'est pas puisque ces gens qui envahissent le Congo ont des revendications politiques, c'est pas vrai. Il n'y a pas de revendications politiques. Il n'y a qu'un souci de pillage, des gens qui viennent piller le Congo pour alimenter en matière première des multinationales qui les alimentent avec ceci qui viennent piller le Congo. Et alors pour camoufler, pour tromper l'opinion, on présente des choses comme s'il y avait des guerres interethniques. Non. C'est pas vrai. C'est d'abord des considérations tout à fait économiques qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Congolais. Nous demandons donc à la communauté internationale de prendre conscience de cela, de faire en sorte que cet état de choses cesse, que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Ça fait plus de 6 millions de morts. Où est-ce qu'on a vu un pays qui a perdu autant de gens? Nulle part. Ça, c'est ce que je veux dire à la communauté internationale. On cesse avec l'hypocrisie de dire, oh voilà, ça va. Puisque maintenant on commence à dire, non, maintenant qu'on a défait les M23, les choses sont rentrées dans l'ordre. Rien n'est rentré dans l'ordre. Les mêmes histoires continuent, les mêmes affres continuent, les mêmes atrocités continuent, la même occupation continue. Il faut que ça cesse. À mes propres frères du Kivu, maintenant, je veux leur dire ceci. Na Kiswahili, ili wasikie text. Wandugu wapenzi, najua kweli mie beki niko moya wenu. Najua magumu yenye mko nayo. Haiko sema nisikia kwa mbali, mimi najua juu niko moya wenu. Kilio yenu mimi nisikia kila siku. Bandugu wananiandikia, tunaongea hapo kusimu, kwenye simu, telefoni. Shie huku ni hivi. Na kwa kusema kweli ni magumu na magumu. Tunasema hatukuwasahau. Batoto yenu biko napiganisha mpaka saa hizi juu yenu. Bandugu yenu biko napiganisha, bali bandugu yenu ndio tunaita patriote resistant congolais. Biko napiganisha sasa hivi usiku na mchana juu ya kumaliza ile mambo yenye kuna badilisha, ile mambo yenye kuna inatia makiwa mumioyo yenu. Ile mambo inatuma mnatoka machozi kila siku. Ile mambo itamalizika na wale bandugu yenu tunaita wa resistant patriote congolais. Na wale watu wiko chini ya ulinzi au ya uongozi ya Bwana Honore Ngwanda Zamboko Atumba. Ni mtu wengi katikati yenu hawamfahamu, lakini naweza kuambia mimi mtoto wenu mimi nilimtambua. Huyo mtu ni patriote wa kweli. Anapenda raia, anapenda jamhuri yetu ya Kongo na anatupenda sisi watoto wa Kongo na hasa zaidi sisi wazaliwa wa Kivu. Na ndio maana mtu huyo anaitika kuteswa na kwa zaidi ya miaka 10 sasa iko nateswa nchi za kigeni. Ni juu ya kutafuta jinsi gani ya kukomboa Kongo irudi mumikono ya watoto wa Kongo. Hii neno ndaisema sasa mulingala juu ya bandugu wengine. Bandeko nanga. Pona bandeko na biso oyo peza oyo parfois bakoyo kabisa français très bien, swahili té. Bandeko nanga. Message boko na lingala, merci. Na utiko solo lawa nandeko nanga Grégoire na lobi na yebo. Bakosa batute. Oh M23 esili, oh basigné ba accord à Nairobi, ça veut dire bitumba esili, c'est faux. Bitumba ezakaka. Pasi na monyokoli wana ezakaka tilelo na ba province na biso ya est. Tilelo ndenge tozolo bao. Ba viole wana ezali tilelo. Alors, esengeli ete biso bana mboka ba patriote tozala liboke. Sima ya mokonzi ya Apareko, sima ya bitumba ya Apareko. Puisque mutu wana tobengi Papa Honore Ngwanda lelo azana pasi. Azonyo kama mingi. Adimi konyo kama ana. C'est pas parce que azangi epa ya kozongela na Congo lokuta azana estika kozongela. Azana pasi puisque azobunda ndenge nini to libere mboka wana ezonga na maboko ya biso moko to tonga mboka na biso. C'est pas que to dongi to tala batu to bwaka batu na ebale to boba bango te, mais to tonga mboka moko oyo esengeli na batu ya mokili nyonso ba se retrouver kuna na kati. Bobanga te biso tozana bino bo sunga bitumba oyo Apareko. De l'autre côté, dans la 9e année, bitumba na biso, tout ça en sorte que 10e anniversaire, tout qu'on fêter en gros mboka, na kanisi est possible, ce qui biso tout sali liboke moko, to bundi ndenge sengeli, to landi ndenge bakonzi ya Apareko bazoloba, il n'y a rien de perdu, il n'y a rien qui soit possible. To kolonga bitumba oyo
puisque toyebi tozobundela makambo ya solo. D'ailleurs oyo nazoloba awa epesinga occasion erappele nga likambo moko ya oyo elekaki na Kisasa dernièrement. Balobi ke oyo babengaka bacombattant oyo bacombattant kuna na poto bakozwa pasi lelo mboka esengi bakonzi ya mboka wana ya occupation balobi oyo bazosala ndenge wana bakobanda kozwa makama. Lobi tosalaki réunion moko ya bajeune awa na Londres awa bakonzi ya mboka oyo Angleterre bazalaki bajeune balobi tala tobundaka mpona boye bakonzi ya mboka balobi non oza na raison soki bobundeli mboka na bino tena na kobundela yango. Cela veut dire que bakanisaki ke bakointimider bacongolais bacombattants barésistants babeti poto boyo bakanisaki ke bakopesa bamindele leson ya koloba o bobandaka kobengana bango bobomaka bango ndenge biso tobomaka oyo batelemelaka biso awa babeti poto bamindele bazala bango kuna te eza bapays ya droit. Ils ne peuvent pas bakolanda baconseil ou bien baredemontade ya ndenge wana inayeke bato babolole baoyo bazosala effectivement ordre ya occupation bakikoloba makambo ezanga tina ezanga bwanya neti oyo balobaki kuna na Kisasa. Voilà on a pu koloba na bandeko nanga ya baoyo balobaka lingala bosala na bandeko na bino ba résistant boko ya pete na montambo ya koloba ke baninga na bino bandeko na bino ya est ya Congo baza double G non bandeko wana baza ba frère résistant tala kaka makambo ya ba maimai bandaki wapi kuna te ba résister bango moko mais ennemi a été avant de faire un mouvement de maïmaï pour que abébissa le coup ou bien réputation va tomber pas vraiment maïmaï bazali bazande de côté kuna voilà ni na ko banabino boti la bango motema. Merci. Merci beaucoup, Wassa, monsieur le secrétaire général adjoint de la Pareco. Ça a été un honneur, un privilège de vous avoir devant nos caméras de Congo Horizon aujourd'hui. Vraiment un entretien très riche. Pour moi, je vous salue et puis je vous félicite pour cet échange fructueux. Merci. Merci vraiment d'être venu. Oui. Merci de votre disponibilité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à tous nos auditeurs des médias patriotiques qui pourraient nous suivre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Encore une fois de plus, merci. Au revoir. Merci. Lobina kozonga mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobina kozonga mayama mopembo ezali ndeli wateo totika bamboka musika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sungayo pasina pasie nakei kasi lobina kozonga atandeleo mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobina kozonga bakoyambanga mopembo ezali ndeli wateo kozonga mboka nakei kasi lobina kozonga bayama ezali ndeli wateo atandeleo tokozonga Kinshasa pasi oyo elekieni nyokolo mboka ya mopaya pasi baninga atandele tokozonga Kinshasa pembeni ya bayeba ndakayo atandele tokozonga mboka mboka babota biso atandele nakei kasi lobina kozonga mopembo ezali ndeli wateo baninga kasi lobina kozonga ezali seloko ya ngonga mopembo ezali ndeli wateo tokozonga mboka kasi lobina kozonga tokozonga mopembo ezali ndeli wateo.
na kozonga Mobembo ezali ndeli wate o Nakei kasi lobi na kozonga Kinshasa mame Mobembo ezali ndeli wate o Nakei kasi lobi na kozonga Mobembo ezali ndeli wate o Nakei kasi lobi na kozonga Mobembo ezali ndeli wate o Nakei kasi lobi na kozonga Kasilobi na kozonga Zonga tempo nini Mobembo ezali ndeli wate o Na kozonga na Kongo